Elle a vendu 250 millions d'albums. Elle a rempli le César Palace pendant 16 ans. Elle a généré 681 millions de dollars, rien qu'à Las Vegas. Elle a chanté depuis la Tour Eiffel devant 2 milliards de téléspectateurs. Et un soir dans sa villa de Las Vegas, après avoir chanté une seule chanson en studio, son corps s'est arrêté. Ses muscles se sont contractés. Ses mâchoires d'eau se sont bloquées. Ses yeux se sont figés. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus respirer. 40 minutes, sans bouger, sans un mot, juste des larmes qui coulaient d'un œil sur un visage paralysé. Sa fortune, 800 millions de dollars. Sa maison en Floride, 45 millions. Son manoir au Québec, 25 millions. Son empire intact. Mais cette nuit-là, tout l'argent du monde ne pouvait pas desserrer un seul de ses muscles. Voici la vie luxueuse de Céline Dion. Et voici pourquoi elle s'est devenue otage de son propre corps. Pour comprendre l'empire, il faut comprendre d'où il vient. Et il vient de rien. Céline Marie-Claudette Dion est née le 30 mars 1968 à Charlemagne, une petite ville du Québec, au Canada. Elle est la 14e et dernière enfant d'Adhémar et Thérèse Dion. 14e, sur 14. La famille allemande n'avait pas d'argent, pas de luxe, pas d'espace. Les enfants dormaient à plusieurs par chambre. Mais ce qu'ils avaient, c'était la musique. Adhémar jouait de l'accordéon. Thérèse jouait du violon. Et tous les enfants chantaient en. Les parents Dion tenaient un petit piano-bar, le Vieux Baril. Et c'est là, entre les tables et la fumée, que la petite Céline a chanté pour la première fois devant un public. Elle avait 5 ans. C'était le mariage de son frère Michel. Et quand elle a ouvert la bouche, la salle s'est tue. Pas parce que c'était mignon, parce que c'était surnaturel. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Être la 14e de 14 enfants dans un foyer modeste du Québec. Ça veut dire qu'il n'y a jamais assez de place, jamais assez d'attention, jamais assez d'argent pour les vêtements neufs ou les cadeaux de Noël. Céline a grandi dans une maison où les enfants partageaient ensemble tout, les chambres, les repas, les rêves, mais il y avait une chose que la famille Dion avait en abondance, la musique. Le soir, après le travail au piano-bar, tout le monde jouait, tout le monde chantait. Les murs de la maison vibraient en dessous de mélodies. C'était la richesse invisible de cette famille, et c'est cette richesse-là qui allait valoir des centaines de millions de dollars. Adhémar Dion, le père, était un homme discret mais passionné. Il jouait de l'accordéon avec une tendresse qui imprégnait chaque note. Thérèse, la mère, était le moteur de la famille. C'est elle qui tenait les comptes, qui organisait les spectacles au Vieux Baril, qui poussait ses enfants à se dépasser. Quand Céline racontera plus tard l'histoire de sa vie, elle parlera toujours de sa mère avec une émotion qui dépasse les mots. Thérèse n'a pas juste élevé 14 enfants. Elle a créé un écosystème musical. Céline a raconté plus tard qu'elle savait, dès l'enfance, que sa vie serait la musique, pas comme un espoir vague, comme une certitude absolue. Elle ne voulait pas essayer de devenir chanteuse. Elle était chanteuse. Le reste du monde devait juste s'en rendre compte. Cette voix qui allait un jour faire pleurer des stades entiers, était déjà là, à 5 ans, dans un bar du Québec, devant des oncles et des tantes qui n'en croyaient pas leurs oreilles. À 12 ans, Céline a franchi un cap décisif. Avec sa mère Thérèse et son frère Jacques, elle a composé et enregistré une chanson. Ce n'était qu'un rêve. C'est un titre prophétique, parce que tout ce qui va suivre ressemble exactement à ça. Un rêve devenu réel. L'enregistrement a été envoyé à un homme, un seul homme, et cet homme va changer l'histoire. Il s'appelle René Angélil. Mais avant de vous raconter ce que René Angélil a fait avec cette cassette, il faut que vous sachiez un truc que personne ne dit au début de cette histoire. René a 38 ans quand il reçoit la cassette. Céline en a 12. Et dans quelques années, ces deux personnes vont tomber amoureuses. Gardez ça en tête pendant que je vous raconte la suite. Ton René Angélil est né le 16 janvier 1942 à Montréal, de parents d'origine syrienne et libanaise. Dans les années 60, il était chanteur dans un groupe de pop appelé Les Baronnets. Le groupe a eu quelques succès, surtout des reprises de centres de hits anglophones traduits en français, mais rien de spectaculaire. Quand les Baronnets se sont séparés en 1972, René a bifurqué. Il est passé de l'autre côté de la scène. Il est devenu manager. Il a géré la carrière de Ginette Renault, l'une des grandes voix du Québec. Puis, il s'est séparé d'elle. En 1981, René était dans un moment difficile. Sans artiste majeur, sans revenu stable, il pensait même à quitter l'industrie musicale pour étudier le droit. Et c'est à ce moment-là qu'une cassette est arrivée sur son bureau. La voix d'une gamine de 12 ans. Ce n'était qu'un rêve.
René a appuyé sur play. Et il a pleuré. Il n'a pas juste été impressionné, il a été transformé. Il a su immédiatement qu'il tenait quelque chose d'unique. Pas une bonne chanteuse, pas un talent prometteur, un phénomène. Et voici ce qu'il a fait, et c'est là que l'histoire bascule dans le mythe. René Angélil a hypothéqué sa propre maison pour financer le premier album de Céline Dion. Sa maison. Contre la voix d'une enfant de 12 ans. C'est un pari complètement fou, irresponsable même. Mais René n'était pas un gestionnaire prudent. C'était un joueur. Et les joueurs savent reconnaître une main gagnante. L'album s'appelle La Voix du bon Dieu. Il sort en 1981. Il devient disque d'or au Canada. Et la trajectoire de Céline Dion décolle. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus complexe, de plus troublant, que personne n'ose vraiment nommer à l'époque. René a 38 ans. Céline en a 12. Il devient son manager, son mentor, son pygmalion. Il contrôle tout, les chansons, les interviews, les contrats, les apparitions. Il l'emmène en tournée au Canada, au Japon, en Europe. Il l'habille, il la conseille. Il façonne chaque aspect de sa personne publique. Et en 1988, quand Céline a 20 ans, ils commencent une relation amoureuse. Lui en a 46. Leur première sortie en couple? La nuit où Céline a gagné l'Eurovision pour la Suisse avec Ne partez pas sans moi. 600 millions de téléspectateurs. Et dans les coulisses, un homme de 46 ans et une femme de 20 ans qui s'embrassent. L'Eurovision 1988, c'est un moment fondateur. Céline ne représente pas le Canada, elle représente la Suisse, un pays qui a cru en elle, qui lui a donné sa chance sur la plus grande scène musicale d'Europe. Elle gagne avec un point d'avance, un seul point. La victoire est si serrée qu'elle aurait pu ne jamais arriver. Mais elle est arrivée. Et cette nuit-là, devant 600 millions de personnes, une carrière internationale est née. Et en coulisses, un amour aussi. La relation René-Céline est l'une des plus commentées et des plus controversées de l'histoire de la musique. Il avait 26 ans de plus qu'elle. Il l'avait connue enfant. Il avait été son mentor, son guide, son pygmalion avant d'être son amant. Cette dynamique de pouvoir, manager et artiste, adulte et jeune femme, a toujours suscité des questions. Mais Céline a toujours défendu cette relation avec une conviction totale. Pour elle, René n'était pas un prédateur. C'était l'homme qui avait vu en elle ce que personne d'autre ne voyait. L'homme qui avait risqué tout ce qu'il possédait pour elle. L'homme qui l'avait accompagné à chaque étape, de la gamine du Québec à la star planétaire. La mère de Céline, Thérèse, était furieuse. La différence d'âge, 26 ans, la rendait folle. Les mariages ratés de René aussi. Elle lui avait même écrit une lettre, devenue célèbre plus tard, dans laquelle elle exprimait ses inquiétudes et sa méfiance. Mais la famille a fini par accepter. Et le 17 décembre 1994, René et Céline se sont mariés à la basilique Notre-Dame de Montréal. La cérémonie a été retransmise en direct à la télévision canadienne. La robe de mariée pesait 20 livres. La tiare était incrustée de 2000 cristaux Swarovski. Le monde regardait. L'empire commençait. Les années 90, c'est l'explosion. Céline sort album après album. En français, en anglais, les hits s'enchaînent. The Power of Love, Think Twice Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now. Chaque titre est un rouleau compresseur émotionnel. Sa voix ne chante pas, elle envahit. Puis, en 1997, arrive le Titanic. James Cameron cherche une voix pour la bande originale de son film. Il veut quelque chose de monumental, de déchirant, de plus grand que nature. Il choisit Céline Dion. La légende dit que Céline n'était même pas convaincue au départ. La chanson avait été composée par James Horner et écrite par Will Jennings, et il a fallu la persuader de l'enregistrer. Elle l'a fait en une seule prise. Une seule. La prise de démonstration est devenue la version finale. Cette voix qui monte, qui grimpe, qui explose dans le refrain, c'était du premier coup. La chanson s'appelle « My Heart Will Go On ». Et elle va devenir l'un des morceaux les plus vendus de l'histoire de la musique. Plus de 18 millions d'exemplaires. Un Oscar, un Grammy, un Golden Globe. Le film Titanic est devenu le plus grand succès commercial du cinéma à l'époque, et la chanson de Céline en était indissociable. On ne pouvait pas penser au film sans penser à la chanson. On ne pouvait pas entendre la chanson sans voir Leonardo DiCaprio et Kate Winslet sur la proue du navire. C'était une fusion parfaite entre l'image et le son, entre Hollywood et la voix du Québec. Et Céline Dion passe du statut de star à celui de légende vivante. Les chiffres deviennent absurdes. 250 millions d'albums vendus dans le monde, 5 Grammy Awards, 12 World Music Awards, 20 Juno Awards,
4 records Guinness, 7 performances aux Oscars, un record absolu pour un artiste. Mais le vrai coup de génie, le mouvement qui va transformer la carrière en empire financier, c'est Las Vegas. En 2003, René Angélil convainc Céline de faire quelque chose que personne n'a jamais fait à ce niveau. Une résidence permanente à Las Vegas, pas une série de concerts. Une résidence, un spectacle fixe dans un théâtre construit pour elle. Le Colosseum du Caesars Palace, 4100 places, est littéralement conçu sur mesure pour accueillir le show A New Day. Franco Dragone, le créateur du Cirque du Soleil, est engagé pour la mise en scène. Le contrat initial est de 3 ans pour 100 millions de dollars, avec participation aux bénéfices. Le monde de la musique pense que c'est un suicide commercial. Las Vegas, à l'époque, c'est l'endroit où les carrières vont mourir. C'est pour les artistes en fin de course. Elvis, Sinatra, Wayne Newton, des légendes sur le déclin. Tout le monde leur dit qu'ils sont fous. 714 spectacles plus tard, A New Day a généré 385 millions de dollars de recettes et attiré près de 3 millions de spectateurs. C'est la résidence la plus lucrative de l'histoire de Las Vegas, et ce n'est pas fini. En 2011, Céline revient au Colosseum avec un deuxième spectacle, simplement intitulé « Céline ». Cette fois, c'est encore plus personnel. Un orchestre complet de 30 et un musicien. Le plus grand écran LED, intérieur d'Amérique du Nord, financé par un investissement supplémentaire de 10 millions de dollars obtenu par René auprès d'AEG. Le spectacle dure 8 ans. 427 représentations, 296 millions de dollars supplémentaires. Total des deux résidences, 681 millions de dollars de recettes. 4,5 millions de billets vendus. 1141 spectacles. Les deux résidences les plus lucratives de tous les temps. Aucun autre artiste ne s'en est même approché. À elle seule, Céline Dion a augmenté le tourisme de Las Vegas de 3%. Les retombées économiques de ces spectacles représentaient 114 millions de dollars par an pour la ville, jusqu'à 7000 emplois directs et indirects. Le Caesars Palace ne gagnait pas de l'argent avec Céline. Céline était le Caesars Palace, et les chiffres individuels sont tout aussi stupéfiants. Lors de sa deuxième résidence, Céline gagnait en moyenne 693 000 dollars par spectacle, soit une augmentation de 29% par rapport à sa première résidence où elle empochait déjà 539 000 dollars par soir. En 2016, sa résidence seule lui a rapporté 26 millions de dollars. Mais ce que les chiffres ne disent pas, c'est l'impact culturel. Avant Céline Dion, une résidence à Las Vegas était synonyme de fin de carrière. C'était le crépuscule, l'endroit où les légendes allaient s'éteindre doucement. Elvis l'avait fait à la fin, Sinatra aussi, Wayne Newton, Tom Jones. Céline a inversé cette perception, complètement, radicalement. Après elle, Las Vegas est devenu l'endroit où les superstars allaient confirmer leur statut. Britney Spears, Elton John, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Adele, Usher, tous ont suivi le chemin que Céline avait ouvert. Et pendant ces 16 années, Céline n'était pas seulement une artiste, elle était une institution. Les jours de concert, les restaurants du Strip se remplissaient. Les hôtels affichés sont complets, les taxis ne désemplissaient pas. Elle ne faisait pas partie de l'économie de Las Vegas, elle en était une composante essentielle. Le jour où elle a donné son dernier spectacle, le 8 juin 2019, elle a rendu hommage à René devant ses 3 fils, sur scène, devant une salle en larmes. Et avec cette dernière note, la carrière grossissante de Céline Dion atteignait un total rapporté de 1,082 milliard de dollars en recettes de tournée et résidences. L'une des 8 artistes de l'histoire a dépassé ce seuil. Et l'argent, il allait où ? Partout. La fortune personnelle de Céline Dion est estimée à environ 800 millions de dollars. Cela la place parmi les 5 chanteuses les plus riches du monde, derrière Rihanna et Taylor Swift, mais devant Beyoncé et Mariah Carey. Côté immobilier, c'est vertigineux. La résidence en Floride, sur l'île Jupiter Island, l'une des enclaves les plus exclusives des États-Unis, était évaluée à 45 millions de dollars. Un domaine de plus de 2000 mètres carrés avec vue sur l'océan, un parc aquatique privé comprenant 2 piscines, des toboggans et une rivière artificielle. Le genre de propriété qui fait passer les maisons des stars de Hollywood pour des studios. Au Québec, le couple possédait un manoir évalué à 25 millions de dollars. Un château digne de la royauté, niché dans la verdure canadienne, avec vue sur la rivière. À Las Vegas, là où le spectacle ne s'arrêtait jamais, une autre résidence servait de base familiale.
Mais l'empire Dion-Angélil ne se limitait pas à l'immobilier et à la musique. René avait investi dans la restauration. La chaîne de restaurants Nickels dès 1990, puis le mythique Schwartz Deli sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, racheté en 2012. Céline avait sa propre ligne de parfums, des contrats publicitaires massifs et les droits sur un catalogue musical d'une valeur incalculable. René avait aussi un vice bien connu, le poker. Joueur passionné, il pouvait perdre 1 million de dollars en une seule soirée au casino. Ce n'était pas un secret, c'était presque une légende. En 2005, il s'est même qualifié pour le World Series of Poker Tournament of Champions, prouvant que son talent pour le risque calculé ne se limitait pas à la gestion de carrière. Et puis, il y avait le train de vie quotidien. Les jets privés pour traverser le continent entre les spectacles et les résidences. Les suites présidentielles dans les meilleurs hôtels du monde. Les dîners dans les restaurants les plus exclusifs de New York, Paris et Tokyo. Les gardes du corps, les assistants personnels, les stylistes, les coachs vocaux, les thérapeutes. Céline a toujours été généreuse avec sa fortune. Elle soutient la fondation du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine depuis les années 80. Ses campagnes ont permis de récolter 125 millions de dollars en 2002 et 150 millions en 2012. Après l'ouragan Katrina, en 2005, elle a donné 1 million de dollars aux victimes. Pour le tsunami asiatique de 2004, elle a fait de même. Et après la fusillade de masse à Las Vegas en octobre 2017, elle a donné l'intégralité des recettes de son spectacle suivant aux familles Samin des victimes. Et puis, il y avait les dépenses personnelles, les robes haute couture qui remplissaient des entrepôts entiers. Dans le documentaire I Am, Céline Dion, on voit la chanteuse guider l'équipe de tournage dans un gigantesque espace de stockage rempli de milliers de tenues, de chaussures et de souvenirs. Oh, les artefacts d'une vie vécue sous les projecteurs. Chaque robe raconte un concert. Chaque paire de chaussures seulement raconte une scène. Le luxe était partout. Il était absolu. Il était la récompense d'un travail titanesque. Mais le luxe a un prix que l'argent ne peut pas payer. Le 14 janvier 2016, René Angélil est mort dans sa villa de Las Vegas. Cancer de la gorge. Il avait 73 ans. 13 ans. Ce n'était pas une surprise. Le cancer avait été diagnostiqué une première fois en 1999, puis était revenu avec une force dévastatrice. Les dernières années avaient été un combat de chaque instant. René avait même confié la gestion quotidienne de son entreprise à Aldo Giampaolo en 2014, quand sa santé ne lui permettait plus de travailler. Mais ce qui est survenu ensuite est presque cruel dans sa précision. 2 jours après la mort de René, 2 jours, le frère de Céline, Daniel Dion, est mort lui aussi, d'un cancer. Le même fléau. À quelques heures d'intervalle, presque, Céline Dion a perdu l'homme de sa vie et son frère dans la même semaine. Pensez-y un instant. Essayez d'imaginer. L'homme qui a hypothéqué sa maison pour vous quand vous aviez 12 ans, l'homme qui a cru en vous avant que le monde ne sache que vous existiez. L'homme qui a été votre manager, votre confident, votre amoureux, votre mari pendant plus de 30 ans. L'homme qui a façonné chaque aspect de votre carrière, qui vous a poussé quand vous hésitiez, qui vous a protégé quand le monde était trop bruyant. Cet homme meurt un jeudi, et le samedi, votre frère meurt aussi. La douleur de Céline en janvier 2016 est inimaginable, et pourtant, elle ne s'est pas effondrée publiquement. Donc, elle a organisé les funérailles chétan de René à la basilique Notre-Dame de Montréal, le même endroit où il s'était marié 22 ans plus tôt. Le cercueil de René est passé exactement là où Céline avait marché dans sa robe blanche en 1994. Les funérailles ont été retransmises à la télévision. Des milliers de personnes ont fait la queue dans le froid de janvier pour rendre hommage. Des dizaines de célébrités étaient présentes. Mais pour Céline, ce n'était pas un événement public. C'était l'adieu à l'homme sans qui rien de tout cela n'aurait existé. Et elle devait encore enterrer son frère Daniel. René Charles avait alors 14 ans. Les jumeaux Eddie et Nelson en avaient 5 ans. Ils venaient de perdre leur père. Peu avant de mourir, René avait murmuré une phrase à Céline. Une phrase qui allait devenir le moteur de tout ce qui a suivi. Il lui a dit « Si tu ne continues pas, c'est comme si je mourais 2 fois ». René avait tout prévu. Son testament était méticuleusement organisé, contrairement à ce qu'on voit souvent dans les histoires de célébrités. Céline a hérité de la totalité de ses biens personnels, voitures, bijoux, meubles, vêtements. Les 2 grandes propriétés, Floride et Québec, devaient en être vendues et les fonds placés sur un compte au bénéfice de leurs 3 fils, René Charles, Nelson et Eddie.
Les 3 enfants issus des précédentes unions de René, Patrick, Jean-Pierre et Anne-Marie ont chacun reçu des propriétés immobilières au Canada. Pas de conflit, pas de procès, pas de scandale. René Angélil avait géré sa succession comme il avait géré la carrière de Céline, avec méthode, anticipation et amour. Mais il ne pouvait pas prévoir ce qui allait arriver à Céline après sa mort. Personne ne le pouvait. Le problème n'est pas apparu d'un coup. Il a rampé. Après la mort de René, Céline a fait exactement ce qu'il lui avait demandé. Elle a continué. Elle a repris sa résidence à Las Vegas 6 semaines seulement après les funérailles. Elle a chanté devant des salles combles. Elle a fait bonne figure. Mais en coulisses, quelque chose se passait. Des spasmes. D'abord dans la voix, des notes qui ne sortaient le plus comme avant. Des moments où les cordes vocales semblaient se contracter sans raison. Elle comparera plus tard cette sensation à un élastique qui s'étire de moins en moins. Puis les spasmes se sont étendus. Le dos, les jambes, les bras, des contractions involontaires, imprévisibles, parfois douloureuses. Où elle pouvait être en train de marcher et soudain, un muscle se bloquait, sans prévenir, sans explication. Les médecins ne comprenaient pas. On lui a prescrit du Valium, du diazépam, des benzodiazépines. Au début, ça aidait un peu. Les spasmes se calmaient temporairement. Mais très vite, il a fallu augmenter les doses. Et c'est là que l'histoire devient terrifiante. Sans diagnostic. Sans comprendre ce qu'elle avait. Céline Dion a été médicamentée à des niveaux dangereux pendant des années. Elle l'a elle-même révélé dans une interview avec la journaliste Anne-Claire Coudray sur TF1. Les doses montaient, l'effet diminuait, et à un moment, il n'y avait plus que 2 options. Continuer. Ou arrêter de respirer. Relisez cette phrase, arrêtez de respirer et c'est terminé. Céline Dion, la femme aux 800 millions de dollars, aux 5 Grammy, un ou 2 résidences records, était à un stade où la médication pouvait la tuer. Et elle ne savait même pas ce qu'elle avait. C'est la trahison suprême. Pas un ennemi extérieur, pas un concurrent, pas un procès. Son propre corps, associé à l'ignorance des médecins, l'a amenée au bord du gouffre. Les benzodiazépines, Valium, diazépam, sont des médicaments puissants qui craignent une dépendance physique. Augmenter les doses sans diagnostic correct, c'est comme mettre un pansement sur une hémorragie interne. Ça cache le symptôme, ça ne touche pas la cause. Et pendant tout ce temps, Céline continuait de monter sur scène. Elle continuait de sourire, elle continuait de chanter devant 4000 personnes chaque soir au César Palace. Le public ne voyait rien. Le monde ne savait rien. Pendant des années, son propre corps la trompait. Et les médecins ne savaient non pas pourquoi. Le 8 décembre 2022, Céline Dion a publié une vidéo sur Instagram. Pas de maquillage sophistiqué, pas de mise en scène, juste elle assise, le regard embué, la voix tremblante face caméra. Et elle a dit « Comme vous le savez, j'ai toujours été un livre ouvert. Mais jusqu'à maintenant, je n'étais pas prête à parler de ce que j'ai eu à traverser. Le syndrome de la personne raide, Stiff Person Syndrome en anglais. Un nom. Enfin un nom. Après des années d'errance médicale. Des années de spasmes sans explication. Des années de doses croissantes de médicaments qui ne fonctionnaient qu'en plus. Enfin, un médecin a posé les bons mots sur les bons symptômes. Cette maladie touche une personne sur 1 million. C'est un trouble neurologique auto-immun qui attaque le système nerveux central. Il provoque une rigidité musculaire progressive et des spasmes si violents qu'ils peuvent casser des os, disloquer des articulations et provoquer des chutes brutales. Pour comprendre la rareté de cette maladie, il faut savoir qu'il n'existe qu'une vingtaine de centres de référence pour le SPR dans tous les États-Unis. La plupart des médecins généralistes, et même beaucoup de neurologues, n'en verront jamais un seul cas dans toute leur carrière. C'est pour cette raison que le diagnostic prend souvent des années. Le SPR est régulièrement confondu avec d'autres pathologies, la sclérose en plaques, la fibromyalgie, des troubles anxieux, voire des problèmes psychosomatiques. Céline elle-même a dit qu'elle avait fait face à des problèmes de santé depuis longtemps sans savoir ce qu'ils étaient. Pendant des années, on lui disait que c'était le stress, la fatigue, le deuil, le surmenage, tout sauf la vérité. Les spasmes peuvent être déclenchés par un bruit, un stress, une émotion, même une note de musique. Imaginez ça, la plus grande chanteuse du monde. Et chaque note qu'elle chante peut déclencher une crise qui la paralyse complètement. Le SPR est incurable. Il n'existe aucun traitement définitif. On peut gérer les symptômes avec des relaxants musculaires, des anti-anxiétiques, des traitements par immunoglobuline intraveineuse et de la physiothérapie intensive. Mais on ne guérit pas.
Après l'annonce, Céline a annulé tous les spectacles restants de sa tournée mondiale Courage. Celle qui avait chanté 1141 fois au César Palace ne chanterait plus. Pas maintenant. Peut-être plus jamais. Le monde entier a retenu son souffle. En juin 2024, Amazon Prime Video a diffusé le documentaire I Am Céline Dion. Réalisé par Irene Taylor, une documentariste nommée aux Oscars, le film n'est ni une hagiographie ni un résumé de carrière. C'est un document brut, sans narration, sans commentaire extérieur. Juste Céline. On la voit dans sa villa de Las Vegas, démaquillée, vulnérable, passant l'aspirateur, jouant avec ses jumeaux, nourrissant son chien vieillissant. On la voit suivre des séances de réadaptation épuisantes. On la voit recevoir des injections de plasma par intraveineuse. On la voit essayer de chanter, poussant une note courte d'une voix brisée, puis pleurer en disant qu'elle ne veut pas que les gens entendent ça. On la voit aussi visiter cet entrepôt géant où sont archivées toutes les robes, tous les costumes, tous les souvenirs de sa carrière. Au beau, elle touche chaque tissu comme si elle touchait un souvenir d'une vie antérieure. Elle rit en montrant certaines tenues. Elle pleure en voyant d'autres. Une robe lui rappelle un concert à Tokyo. Une autre, une soirée au Grammy. Une paire de chaussures la ramène à Las Vegas, au Colosseum, à la scène où elle a chanté plus de 1000 fois. L'ironie est brutale, des milliers de robes de scène et plus de scènes pour les porter. Un entrepôt rempli de la preuve de ce qu'elle a été et une maladie qui lui interdit de redevenir cette femme-là. C'est peut-être la métaphore la plus cruelle du documentaire. Tout ce luxe, les paillettes, la soie, le satin, les cristaux, stockés dans un hangar climatisé, inutile, magnifique et inutile. Mais la scène qui a bouleversé le monde entier est celle de la fin. Après une séance d'enregistrement de la chanson Love Again, Céline est heureuse. Elle a pu chanter. Sa voix a fonctionné. Pendant quelques minutes, elle a retrouvé ce qu'elle était. Et puis son cerveau a été trop stimulé. La crise commence. Son corps se raidit. Ses muscles se contractent. Son visage se paralyse. Ses yeux se figent. Elle ne peut plus parler. Elle ne peut plus bouger. Elle gémit. Les larmes coulent. Sa respiration est à peine audible. Son équipe médicale intervient. Spray nasal, Valium. Ils la maintiennent sur une table de massage. Ils lui parlent doucement. Ils attendent. La réalisatrice, Irene Taylor, était seule avec un caméraman dans la pièce. Elle portait des écouteurs. Elle a dit plus tard « C'est la pire chose que j'ai jamais filmée. J'entendais à peine sa respiration. » Ça a duré 40 minutes avant qu'elle ne reprenne conscience. 40 minutes. Quand la crise s'est passée, encore secouée, encore en larmes, Céline a regardé la caméra et a dit « Chaque fois que ça m'arrive, je me sens terriblement gênée. C'est désagréable de ne pas pouvoir contrôler son corps. » Lors de la première du documentaire à Montréal, une spectatrice a fait un malaise en regardant cette scène. On a dû appeler les premiers secours. La femme aux 800 millions de dollars, la voix la plus puissante d'une génération. Paralysée sur une table pendant 40 minutes. Et la seule chose qu'elle ressent, c'est de la gêne. C'est ça, la cruauté du SPR. Il ne tue pas le corps, il le prend en otage. Dans cette épreuve, le plus grand soutien de Céline n'est pas son équipe médicale. Ce ne sont pas ses millions. Ce sont ses 3 fils. René Charles Angélil en est le 25 janvier 2001, elle est née. Enfant miracle conçu par fécondation in vitro après le premier cancer de René, il a grandi sous les projecteurs. Sa naissance avait été un événement mondial. Après le premier diagnostic de cancer de René en 1999, le couple avait décidé de recourir à la FIV avant que René ne commence la radiothérapie. La venue au monde de René Charles avait été célébrée par des millions de fans, comme un miracle moderne. Aujourd'hui, jeune adulte de 25 ans, René Charles a exploré la musique sous le pseudonyme Big Tip et travaille dans la gestion de l'héritage familial. Il est souvent vu aux côtés de sa mère lors des événements publics. C'est lui qui l'accompagnait à la première du documentaire à New York en 2024, la soutenant par le bras. Les jumeaux, Eddie et Nelson, sont nés le 23 octobre 2010, après une autre procédure de FIV. Céline avait 42 ans. Elle avait subi un avortement spontané en 2009 avant de réussir à porter les jumeaux à terme. Eddie porte le nom d'Eddie Marnet, le parolier français qui a produit les 5 premiers albums de Céline. Nelson porte celui de Nelson Mandela, que Céline admirait profondément. Aujourd'hui, âgés de 15 ans, ils grandissent à l'abri des médias autant que possible. Ces 3 garçons ont appris les protocoles d'urgence. Ils savent quoi faire quand leur mère fait une crise, ils savent comment la positionner, quoi lui administrer, comment lui parler. Ce ne sont pas des gestes que des adolescents
devrait connaître, mais la maladie ne demande pas votre avis. Dans le documentaire, on voit les jumeaux la réconforter après une crise. Ils lui rappellent sa propre force. Ils la font rire. Oh, ils sont devenus, malgré leur jeune âge, ses protecteurs. Céline a dit qu'elle ne se bat pas pour la musique, elle ne se bat pas pour la scène, elle se bat pour eux, pour les voir grandir, pour être la mère qu'elle a toujours voulu être. Et c'est peut-être ça, la vraie définition du luxe. Pas les maisons à 45 millions, pas les robes haute couture, pas les 681 millions de Las Vegas. Le luxe, pour Céline Dion, c'est pouvoir serrer ses fils dans ses bras sans qu'un spasme ne l'en empêche. Parlons d'argent. Parce que c'est là que l'histoire devient brutalement honnête. Céline Dion possède une fortune estimée à 800 millions de dollars. Ses revenus proviennent d'entendre des ventes d'albums, 250 millions d'exemplaires, de ses 2 résidences à Las Vegas, 681 millions de dollars, de ses tournées mondiales, plusieurs centaines de millions supplémentaires, de ses lignes de parfum, de ses contrats publicitaires et des droits sur un catalogue musical colossal. Au moment de la mort de René Angélil en 2016, la fortune combinée du couple était estimée à plus de 700 millions de dollars canadiens. Il figurait à la 101e place des plus grandes fortunes du Canada. Céline a hérité de tout. Elle est l'héritière principale. Les biens personnels de René, voitures, bijoux, meubles, lui sont revenus directement. Les fonds issus de la vente des propriétés ont été mis en fiducie pour les enfants. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Avec 800 millions de dollars, Céline Dion ne peut pas acheter un seul jour sans spasme. Les meilleurs médecins du monde la suivent. Les traitements les plus avancés, immunoglobulines intraveineuses, thérapie physique intensive, médecine sportive, sont à sa disposition. Elle a accès à tout. Elle peut se payer n'importe quel spécialiste, n'importe quel protocole expérimental, n'importe quelle clinique sur la planète, et malgré tout ça, la maladie est toujours là. Le SPR ne respecte pas les comptes en banque. Il ne regarde pas votre patrimoine immobilier. Il ne se soucie pas de vos Grammy Awards ni de vos résidences à Las Vegas. Il prend ce qu'il veut, quand il veut. C'est la leçon la plus dure de cette histoire. Le luxe peut tout acheter, sauf le contrôle de son propre corps. Et pourtant, Céline Dion va remonter sur scène. Juillet 2024. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le monde entier regarde. 2 milliards de téléspectateurs. La scène, les monuments illuminés. Le spectacle est grandiose. Et soudain, au sommet de la tour Eiffel, sous la pluie, dans une robe scintillante, une silhouette apparaît. C'est Céline. Elle chante l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. La voix est différente, plus grave, plus fragile, plus humaine peut-être, mais elle est cela. Elle chante, elle se tient debout, sous la pluie, sous les lumières de Paris, au sommet du monument, le plus célèbre du monde. Le monde pleure. Pas parce que la performance est parfaite, parce qu'elle existe. Les réseaux sociaux ont explosé en quelques secondes. Des millions de tweets, de publications, de vidéos partagées. Des anciennes fans qui n'avaient vraiment pas écouté Céline depuis des années se sont retrouvés en larmes devant leur écran. Des gens qui ne l'avaient jamais aimée ont reconnu que ce qu'ils voyaient dépassait la musique. Ce n'était plus un concert, c'était un acte de résistance humaine. 2 ans plus tôt, cette femme ne pouvait pas marcher sans risquer une crise. Elle ne pouvait pas chanter une note sans que son cerveau ne déclenche un spasme. Son équipe médicale devait être présente 24 heures sur 24. Et la voilà sur la tour Eiffel, devant la planète entière, en train de chanter Piaf, la chanteuse qui elle-même avait connu la souffrance et la maladie, qui avait chanté l'amour à travers la douleur. Le choix de la chanson n'était pas un hasard. L'hymne à l'amour, c'est une chanson sur le fait de tout sacrifier pour l'amour. C'est une chanson sur le fait de ne jamais renoncer, même quand le monde s'effondre. C'est la chanson parfaite pour Céline Dion en 2024. C'est un moment de grâce, un moment qui transcende la musique, le sport, le spectacle. C'est un être humain qui refuse de se rendre. Après les Jeux Olympiques, Céline a fait une apparition aux Grammy Awards en 2024, où elle a reçu une standing ovation. En mai 2025, elle a envoyé un message vidéo à l'Eurovision, le concours qui avait lancé sa carrière 37 ans plus tôt en Suisse avec « Ne partez pas sans moi ». Le public a applaudi debout, et puis le 30 mars 2026, le jour de ses 58 ans, Céline a publié une vidéo depuis la tour Eiffel. Elle y annonce son grand retour. 10 spectacles à Paris, au Paris La Défense Arena, de septembre à octobre 2026. Le spectacle s'appelle « Céline Dion Paris 2026 ». Le directeur créatif est Willow Perron. Dans la vidéo, elle dit «
Au cours des dernières années, chaque jour qui passait, j'ai ressenti vos prières et votre soutien. Cette année, j'ai la chance de vous voir, de chanter pour vous à nouveau à Paris. Je me sens forte, je suis prête. En 40 000 places par spectacle. Les billets seront disponibles à partir du 7 avril 2026. Et la question que tout le monde se pose, sans oser la formuler à voix haute, est-ce que sa voix sera la même? La réponse honnête est probablement pas. Pas exactement la même. Le SPR a changé son corps. Les spasmes ont affecté ses cordes vocales. La rééducation a été longue, douloureuse, incertaine. La voix qui chantera à Paris en septembre 2026 ne sera pas celle de 1997 ni celle de 2003. Mais est-ce que ça a la moindre importance? Quand Céline a chanté L'hymne à l'amour sur la tour Eiffel aux Jeux Olympiques, sa voix n'était pas parfaite au sens technique. Elle était plus grave, plus vulnérable, plus humaine. Et c'est précisément pour ça que le monde entier a pleuré, parce que la perfection, on s'en lasse. Mais le courage ne vieillit jamais. La reine revient. Céline Dion a eu une relation avec son corps qui est unique dans l'histoire de la musique. Son corps était son instrument. Pas un piano, pas une guitare. Son corps, ses cordes vocales, ses poumons, son diaphragme, ses muscles abdominaux. Chaque note qu'elle chantait était un acte physique. Chaque concert était un marathon musculaire. Quand elle montait sur scène au César Palace et qu'elle tenait une note pendant 15 secondes à pleine puissance, c'était son corps qui faisait ça. Pas un effet, pas un logiciel. Son corps. Et maintenant, ce même corps, cet instrument parfait, cette machine à émotion, est devenu l'ennemi. C'est comme si un peintre perdait la vue, un chirurgien l'usage de ses mains, un architecte la capacité de penser en 3 dimensions. Sauf que c'est pire. Parce que Céline n'a pas perdu une compétence, elle a perdu le contrôle. La maladie ne lui enlève pas sa voix de façon permanente, elle la lui prête puis la lui reprend, sans prévenir, sans logique, sans pitié. Un jour, elle peut chanter. Le lendemain, une note déclenche une crise de 40 minutes. C'est la torture de Tantale. Le fruit est là. Elle peut le toucher. Mais chaque fois qu'elle tend la main, il s'éloigne. Et voici ce qui rend Céline Dion extraordinaire. Elle refuse d'accepter cette condition comme une fin. Elle a transformé sa souffrance en sensibilisation. Elle a transformé sa vulnérabilité en force. Elle a transformé sa prison en tribune. Résumons. Céline Dion est née dans la pauvreté, 14e de 14 enfants, dans un village du Québec. Un homme a hypothéqué sa maison pour financer son rêve. Et cet homme est devenu son manager, son amour, son mari, le père de ses enfants. Ensemble, ils ont construit un empire de 800 millions de dollars, dominé Las Vegas pendant 16 ans, vendu 250 millions d'albums et créé les 2 résidences les plus lucratives de l'histoire de la musique. Puis cet homme est mort. Et 2 jours après, son frère aussi. Puis son corps l'a trahi. La maladie lui a volé sa voix, sa scène, sa liberté de mouvement. Elle a été médicamentée sans diagnostic pendant des années. On lui a donné des doses dangereuses de Valium sans savoir ce qu'elle avait. Son corps l'a trompée. Mais elle a refusé de rester otage. Elle a chanté sur la tour Eiffel sous la pluie. Elle a pleuré devant les caméras pour que le monde comprenne. Elle a laissé filmer ses crises pour que d'autres malades se sentent moins seuls. Et en septembre 2026, elle remontera sur scène à Paris. Le vilain de cette histoire, ce n'est pas un être humain. C'est une maladie, un ennemi invisible logé dans son propre système nerveux qui frappe sans prévenir et qui ne négocie pas. Mais le héros de cette histoire, c'est une femme de Charlemagne qui a toujours refusé que quoi que ce soit, la pauvreté, la distance, le deuil, la maladie, lui disent quand s'arrêter. Son propre corps l'a trahi. Mais Céline Dion n'a jamais trahi sa voix. Et c'est peut-être ça la vraie définition du luxe. Le luxe, ce n'est pas une maison à 45 millions de dollars en Floride. Ce n'est pas un manoir au Québec. Ce n'est pas 681 millions de dollars de recettes à Las Vegas. Ce n'est pas les jets privés, les robes haute couture ou le Schwartz Daily. Le vrai luxe, c'est se lever le matin et pouvoir bouger. C'est ouvrir la bouche et entendre sa propre voix. C'est serrer ses enfants dans ses bras sans que son corps ne se retourne contre elle. Le vrai luxe, c'est la liberté. Et Céline Dion se bat chaque jour pour la reconquérir. En septembre 2026, quand elle montera sur la scène du Paris La Défense Arena devant 40 000 personnes, elle ne chantera pas pour l'argent. Elle ne chantera pas pour les records. Elle ne chantera pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle chantera parce que c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle a toujours été. Depuis le vieux baril de Charlemagne.
depuis le mariage de son frère à 5 ans, depuis la cassette envoyée à René, depuis toujours. Son propre corps l'a trahi. Mais la musique ne l'a jamais quitté.